Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette fabuleuse émission, je ne suis pas tout seul bien sûr, je suis accompagné de Théo Rivière. Bonsoir Théo, comment vas-tu ? Très bien, et toi Zéphiriel ? Écoute, pas si mal que ça, pas si mal. En plus on est encore dans une émission où on reçoit un invité assez merveilleux. Nous avons le bonheur, le privilège, la légende avec nous. Nous avons Olivier Rex, dit Rexou, qui est avec nous, qui nous a fait le plaisir de répondre positivement à un petit entretien. Bonsoir Rexou, comment vas-tu ? Pour le coup, le plaisir est pour moi. Bonsoir à vous. Ça va bien. Le sujet de ce soir sur l'émission, en fait, on va faire un gros point avec toi sur tout ce qui est prix ludique qui existe un tout petit peu sur la sphère jeux de société en général. Alors on parle de la France, mais aussi on va parler d'Europe, on va parler de plein de choses. On va essayer de comprendre leur fonctionnement en interne et quels impacts ça peut avoir aussi bien pour les auteurs que pour les boutiques, que pour tout le réseau en lui-même. Et il y a pas mal de choses à dire, mais pour commencer tout ça, bien sûr, ce serait bien d'avoir une petite présentation de toi, Rexou, de qui tu es. Tu es un joueur, un vieux joueur, je veux dire ça comme ça. Ça pas insultant quand je le dis, si, un peu ? Non, c'est pas insultant. Je vais courir bientôt sur mes 50 ans. J'ai commencé à jouer adolescent vers 14 ans. Donc ouais, je pense que le qualificatif commence à s'appliquer malheureusement. Écoute, commençons avec le début, tes débuts internet. Je veux dire, tu lances un blog en 2003, les petits jeux du mercredi, rexou.free.fr. Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette envie de parler de jeux sur la communauté internet quand elle se lance vraiment en France un peu fort ? Alors ça, je sais plus du tout qu'est-ce qui m'a lancé. En fait, moi j'ai eu, en tant que joueur, j'ai eu une période vraiment très très intense, collégien et lycéen. En fait, je me suis retrouvé avec des copains. Moi, j'ai grandi à Limoges. Et c'est vrai que j'ai eu un copain, Stéphane, qui est arrivé dans ma classe en 4e, avec qui ça a tout de suite collé. Et en fait, on s'est découvert tous les deux cette passion. Et puis on a agrégé 4-5 personnes. On a joué énormément jeux de rôle, jeux de société, wargame pendant 5 ans à peu près, de la 4e à la terminale. Et puis après, j'ai eu en fait étudiant, bizarrement, où la plupart des gens, je sais pas si c'est votre cas, si vous avez été étudiant, c'est là beaucoup que les gens jouent. Moi, j'ai très peu joué en étant étudiant, pas aux jeux de société en tout cas. J'ai fait de la coinche, du tarot, j'ai fait du bridge aussi un petit peu, mais pas du tout de jeux de société. Et j'ai repris tardivement en fait, en 2000, donc j'avais quasiment 30 ans. On est rentré dans une boutique avec ma femme, on a acheté quelques jeux, on s'y est remis. Et en fait, j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce qui a déclenché cette envie de faire un blog. Il y avait les sites, il y avait Lankou qui existait, qui était un peu le premier forum historique, qui a fermé, je dirais vers 2001-2002. J'étais un gros contributeur là-dessus, avec des gens qui sont toujours très actifs. D'ailleurs, il y avait des gens comme Bruno Feduti qui étaient déjà très présents dans la sphère internet. Il y avait des gens comme Loïc, alors je suis en train de bouffer son prénom, qui tenait une boutique à Rennes, là, qui a quitté il y a peu longtemps. Et puis je pense qu'il y a eu à cette époque-là, il y a eu une petite inflation de gens qui ont voulu se lancer à faire des blogs, et j'en ai fait partie. Donc on est plusieurs à s'être lancés à cette période. Ludo Lega qui est à Lyon, là, au-dessus de Lyon, qui tient toujours son blog. Ludigome, je crois que ça date de cette époque aussi. Et puis voilà, il y a eu un espèce d'enthousiasme, et moi j'ai lancé ça comme ça. J'ai trouvé, alors c'était l'ancêtre de WordPress, j'ai montré mon truc, et puis j'ai commencé à sortir des news. Alors j'ai fait pas mal de choses dans ce blog. Il y aurait des trucs assez intéressants à ressortir d'ailleurs. Il existe toujours, mais il est dans un état pitoyable. J'ai fait un peu de la critique de jeu, j'ai fait pas mal de traductions au début. J'ai fait des traductions anglo-françaises, et puis après je faisais énormément de news un peu sous le format un peu court, quoi. Tu vois, comme j'étais en 2003, il y avait quand même, moi j'étais informaticien, et les news circulaient pas du tout comme maintenant. Je m'étais monté un petit système en fait pour être alerté sur tout ce qui sortait, en particulier aux USA, où il y avait pas
mal de choses, et donc je sortais pas mal de news. Ça m'a motivé. Puis j'ai eu un petit peu des relations un peu privilégiées, alors via Ludo Lega en particulier, typiquement avec Martin Wallace, dont j'ai traduit quelques jeux. Et ça, c'est vraiment Ludo Lega qui avait le contact, et puis quand il pouvait plus traduire, je l'ai fait à sa place. Voilà, il y avait des gens qui même, il y a eu une petite période quand même en 2004, 5, 6 là où le blog était assez important. J'étais actif, hein, je postais bien facile 2-3 news par jour, hein, peut-être à un moment. Les gens m'envoyaient des aides de jeu, m'envoyaient des choses à poster, des critiques de jeu, donc c'était plutôt sympa. Et puis un peu comme tout en fait, après il y a vers 2008, moi j'ai eu un peu une crise personnelle et je me suis détaché de ça, et après à partir de là, c'est vrai que j'ai jamais bien repris ce blog, quoi. Et les petits jeux du mercredi, c'était le nom qu'on avait, en fait j'avais organisé avec mes potes de l'époque. On s'était mis un peu à jouer avec ma femme, je leur avais proposé, si vous voulez on fait une soirée jeu. Je pense que c'était un peu dans l'air du temps, et du coup on s'était mis le mercredi soir, on avait notre soirée jeu, les gens venaient à la maison, et puis on faisait en général au début une table, et puis après souvent 2 tables, donc j'expliquais les règles, et puis on jouait. C'est ce qui a poussé derrière à faire l'association à Grenoble. Ouais, l'association c'est vraiment le déclencheur, c'est vraiment Frédéric Brelot là qui maintenant anime avec moi la radio des jeux. On s'est connus un peu comme ça. En fait, j'avais ce blog, il me dit voilà, moi je suis sur Grenoble, il me contacte, on se connaissait pas du tout, hein. Lui il est d'origine de Grenoble, moi pas d'ailleurs, j'ai atterri là-bas pour le boulot à la fin des années 90. Il me dit voilà, est-ce que je peux venir à vos soirées? Et en fait moi c'est à l'époque où je commençais, on se retrouvait à 9-10 à ces soirées. Donc si tu veux, j'avais une table dans mon salon, j'avais une table basse, donc il y avait des gens qui jouaient sur la table basse. Éventuellement, j'avais une petite table dans la cuisine où on pouvait mettre... En fait, on était plein, quoi. Tu vois, à 9-10, dans un appart qui était pas très grand. Je lui ai dit, écoute, non, on se connaît pas, c'est compliqué, quoi. Et du coup, il me dit, ouais, si on pourrait peut-être créer une assoce. Ce qui, moi, était un peu à double tranchant, parce que je jouais avec mes potes toutes les semaines. Donc du coup, si j'avais une assoce, il fallait que je les abandonne un peu. Et bon, finalement, on a quand même fait le pas. C'est quand même beaucoup Frédéric qui a été moteur là-dessus, hein. Enfin, on l'a quand même créé ensemble. Et puis on a créé cette association qui au début, du coup, faisait une semaine sur 2, parce qu'il y avait une semaine moi je jouais à la maison, puis une semaine il y avait la sauce. Et puis en fait au bout de 2-3 mois, tout le monde nous a dit ouais mais c'est chiant une semaine sur 2, faisons-le toutes les semaines. Et du coup moi j'ai arrêté un peu mes soirées chez moi, et voilà, l'association donc qui s'appelle Jeux en Société, elle a été créée en 2003 et elle existe toujours. Elle a été ouverte non-stop là depuis 2003. En général on ouvre vraiment 51 semaines par an, on ferme vraiment le jour de Noël en gros, et c'est à peu près tout, sauf pour la première fois cette année évidemment, on est fermé depuis plusieurs mois, mais sinon voilà, c'est une belle réussite, c'est chouette parce qu'on l'a créé ensemble, et puis après des gens s'en sont emparés. C'est un club qui marche bien, qui fait son office, quoi, qui est un point central à Grenoble pour les gens qui aiment des jeux. Alors c'est vrai qu'on joue plutôt quand même à des jeux un peu, ce qu'on appelle les jeux un peu gamers, c'est des jeux plutôt pour habitués, mais voilà, on a toujours un public qui oscille entre 20 et 40 personnes selon les périodes. C'est une belle réussite, hein. Vous avez 17 ans pour une asso, ça commence à faire une belle histoire, hein. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu vraiment un roulement, parce que Frédéric, alors je sais plus quelle année, est parti à Strasbourg. Alors moi, l'année où ils sont partis, j'ai un peu pris les rênes, et puis derrière, en fait, il y a eu des gens qui se sont renouvelés, et puis du coup, ça a permis aussi de faire vraiment des bons copains, des gens qui sont arrivés en fait souvent dans les 3-4 premières années, mais même des gens qui arrivent maintenant qui sont devenus vraiment des vrais copains, quoi. C'est le côté chouette, à la fois du jeu et puis à la fois de faire partie d'une assoce, parce que finalement on a partagé pas mal de choses, on organise des week-ends, voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble. Ça c'est vraiment ouais, c'est une petite fierté cette assoce qui tourne. Enfin, je pense que Frédéric pense la même chose, mais ouais, c'est chouette, ouais. Je pense qu'on a tous un peu le même type d'histoire sur les assos comme ça. Je pourrais raconter, je pense, la même, et je pense Théo pareil sur ce genre de choses, où les assos qui sont au début un peu
t'es un peu frileux parfois d'y mettre les pieds ou de t'engager dedans, puis en fait à terme tu te rends compte que c'est vraiment cool et les gens qui sont à l'intérieur sont des personnes formidables et ça crée plein de choses à côté de ça. Exactement. À fond. En 2010, tu crées donc. Alors, comment se passe la création de la radio des jeux? Parce que en 2010, ça commence à faire une sacrée histoire aussi. Hein. La radio des jeux, maintenant tout le monde me parle beaucoup de la radio des jeux. Moi, je suis pas créateur de la radio des jeux. La radio des jeux, c'est vraiment Frédéric Brelot et Guillaume Montiage, donc ils étaient tous les deux à Strasbourg à l'époque, qui créent cette radio des jeux. Moi, je suis absolument pas impliqué là-dedans. Alors, on se parlait avec Fred parce qu'on avait gardé le contact, mais vraiment, la radio des jeux, c'est pas moi, c'est Frédéric et Guillaume. Donc, elle est créée en 2010, toi, tu l'as rejoint en 2016, c'est ça? Ce qui se passe, c'est qu'en 2010, alors je sais pas trop par quel concours de circonstances, ils enregistrent leur première émission en décembre, je crois, 2009. Et puis en 2010, je sais pas pourquoi, en fait, on connaissait Antoine Boza, qui était dans cette association qu'on avait créée. Hein, c'était un de nos membres, voilà, qui participait. Il amenait des protos. Il avait sorti, donc en 2010, il devait déjà avoir sorti principalement Ghost Stories. Je pense, ça devait être son gros succès. Il avait peut-être sorti quelques autres jeux, mais voilà. Et en fait, je pense que Frédéric a dû me proposer, comme Antoine était à Grenoble, il a dû dire, lui, il devait venir, j'imagine, pour les fêtes de fin d'année, parce qu'on a dû enregistrer vraiment fin décembre, ou entre Noël et le jour de l'an. Il dit voilà, je suis à Grenoble, on fait une interview d'Antoine, Guillaume peut pas venir, est-ce que tu peux m'assister pour faire cette interview? Et donc du coup, on a enregistré chez moi l'épisode 2 de la radio des jeux, historiquement. On l'a fait tous les trois avec Antoine et Frédéric, et c'était une interview d'Antoine Boza. Mais voilà, c'est vraiment ma seule implication à cette époque-là dans la radio des jeux, parce qu'après ils ont repris leur fonctionnement normal. Donc Frédéric et Guillaume, ils ont dû tenir 2 saisons, je pense, ensemble. Après, ils ont passé la main à une équipe parisienne que moi je connais absolument pas. Et puis effectivement, en 2000, alors c'est 2016 déjà qu'on a repris, mince. J'ai vérifié, ça m'a mis, même à moi, ça m'a mis un petit coup de vieux de me dire ah ouais, en fait, ça fait déjà un petit bout de temps on y reviendra, mais comme nous, on s'est quand même plus rencontrés avec un peu le reboot de la radio des jeux et le moment où t'es venu plus régulièrement à la cafetière à Valence. Ouais, la reprise, effectivement, ça a été marrant parce que moi, j'ai toujours eu des grosses envies de radio. Alors pareil là, si je reviens à 3615 My Life, quand j'étais étudiant. Quand j'étais lycéen, déjà, j'ai fait de la radio à Limoges, sur une petite radio associative dont j'ai oublié le nom. Non, ça me revient pas. Et puis, mais j'adorais ça déjà. Donc, on avait 17 ans, hein, tu vois, on faisait les cons à la radio. C'était vraiment, alors ça, aucun cadrage là-dedans. Et puis, quand j'étais étudiant, j'ai encore fait de la radio. Alors, musique, hein, là, c'était plutôt rock, blues, un peu de country. C'était ça un peu c'est un peu ça mon cœur musical, quoi. Donc j'avais une émission pendant au moins 3 ans, je pense, peut-être 4, non, je pense 3 ans, j'ai tenu à Lyon sur une radio qui existe toujours, hein, qui s'appelle Radio Brume, qui est plutôt une radio qui a dû être renommée Radio Campus maintenant. Donc effectivement, elle était située sur le campus, et j'avais un créneau de 2 heures tous les mardis soirs, là, de 20h à 22h, je faisais de la radio, donc j'ai toujours aimé ça. Et on se branche en 2016, je sais pas comment c'est. Je me demande si c'est Antoine qui lance le truc en premier. De mémoire, c'est Antoine qui fait un tweet. C'est Antoine qui tweet un truc genre ouah, la radio des jeux c'était cool, quand est-ce que Fred Rexou vous remontez un truc, quoi. Vraiment un peu challenge rigolo, quoi. Pas moi, parce que je pense que c'est Fred qui doit interpeller, parce que moi je te dis la radio des jeux c'était pas moi. C'est vrai, ouais. Moi j'ai dû parler de dire bah ouais, moi faire de la radio, enfin je suis hyper chaud, enfin vraiment c'est vraiment un truc que j'adore. Et puis on s'est monté le bourrichon en fait en quelques heures, c'était fait, quoi, avec bon évidemment beaucoup de problématiques de logistique, parce que le matériel on savait pas où il était à Paris par l'équipe qui l'avait récupéré, mais on savait pas trop où. Fred était à Strasbourg, Antoine était à Valence, moi à Grenoble. Alors Valence-Grenoble, bon ça va bien, Strasbourg c'est pas pareil. Mais bon voilà, Antoine Boza, en plus des casquettes d'auteur qu'il peut avoir, c'est un extraordinaire facilitateur. Enfin je sais pas si, je pense que Théo le perçoit aussi comme ça. Et sur des projets comme la radio des jeux, en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui impulse de l'énergie. Lancer un truc, ça, je crois que ça le botte vraiment. Et en fait il nous a mis un peu les coups de pied au cul, il a levé toutes les barrières, c'est lui qui s'est occupé de tout, de la forme juridique, de tout ça. Et puis du coup on a relancé
cette radio des jeux avec vraiment énormément de plaisir, parce que déjà effectivement la cafetière, tu en as parlé Théo, donc je sais pas si vos auditeurs connaissent tous ce que c'est la cafetière, mais en gros c'est un atelier de... Vous en avez parlé peut-être dans une émission déjà, non ? Un tout petit peu, mais tu peux repréciser, il n'y a pas de souci. Ouais, ça sera intéressant, mais en fait c'est un atelier de créateurs, je pense le premier qui existait en France, hein, un peu sur le mode qu'on peut avoir dans d'autres domaines, typiquement dans la BD, on sait qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui s'associent, qui se mettent dans le même espace parce que c'est des boulots très solitaires et du coup ils travaillent ensemble. Et puis la cafetière, c'est un espace donc qui a été mis à disposition par Antoine, où les créateurs, donc des créateurs sont à résidence ou viennent pour tester du proto et fabriquer des jeux. Donc il y a en gros une grande pièce avec deux tables de jeu, tout ce qu'il faut pour faire des pions, imprimer du papier, faire des cartes, une petite imprimante 3D, un petit endroit pour dormir pour les gens qui veulent rester la nuit. Et donc nous, pour enregistrer la radio du jeu, si tu veux, c'est idéal parce qu'on peut venir, on vient pour le week-end, on peut dormir sur place. Le matin on peut accueillir les gens, on peut y bouffer, on fait notre émission sur place, le soir on fait une soirée jeu, on boit quelques cocktails, voilà, et c'est un environnement assez parfait pour ça. Et puis comme on s'entend vraiment très bien, ça fait des chouettes moments, quoi. Ça fait vraiment des super moments. On a eu des invités plutôt très intéressants. Et puis on a eu énormément de retours d'auditeurs, en fait. Ça nous porte, c'est super chouette, quoi. Il y avait un besoin en fait aussi des gens, des joueurs, d'avoir un format audio qui puisse vraiment parler de leur passion avec des gens qui sont calés dedans, qui ont leur intégrité, leur communauté, ou je sais pas si communauté c'est le bon terme, mais au moins leur vraie connaissance. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais ça reste quand même super agréable d'avoir des gens qui parlent avec passion de ta passion, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, je pense, il y a ça. Mais ça reste quand même une surprise sur un format qui est quand même on parle de jeux de société, donc qui est quand même un sujet déjà de niche. Et puis, si tu veux, sur un format sans limite. En fait, on est sur des formats de 4, disons entre 3h30 et 5 heures. Ouais. Faut quand même se les fader, quoi, hein. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir ce... En fait, je dis ça parce que sur beaucoup de podcasts sur lesquels j'interviens, on a toujours cette question de timing et de se dire, ok, est-ce qu'en vrai, 1 heure, 2 heures, c'est pas trop long, quelle est notre limite à nous? Mais en vrai, quand les gens veulent écouter un truc qu'ils aiment, ils l'écoutent. C'est tout, quoi, en fait. 3 heures, 4 heures, ils l'écoutent, en fait. Ils l'écoutent en plusieurs fois, mais ils se font plaisir avec et ça leur fait plaisir et c'est cool. Bon, enfin, ouais, j'ai pas trop d'analyse là-dessus, mais bon, effectivement, le fait est que la radio des jeux, c'est vraiment un très grand plaisir. Alors, on a quand même des soucis d'organisation. Hein. Ah bon? Non, l'année dernière, je crois qu'on a fait 2 émissions l'année dernière. Cette année, on en a fait qu'une seule. Alors là, pour le coup, il y a vraiment une excuse. Il y a une excuse Covid parce que effectivement, on avait prévu là pendant le printemps d'enregistrer au moins 3 émissions. On devait aller au Québec enregistrer 3 émissions. Bon là, évidemment, on n'y peut rien. Après, là, Frédéric est en train de déménager, donc il est très occupé. Mais bon, l'année prochaine, on désespère pas de recommencer. On est tous très motivés. Mais effectivement, il y a quand même une contrainte et on en a discuté pendant le confinement. Est-ce qu'on fait des choses à distance? Alors d'une part, on est un peu feignasse, faut bien le dire. Et d'autre part, c'est vrai que le plaisir est vraiment de se retrouver. Donc à distance, ça nous bottait un peu moins. Et puis bon, on n'est pas, on sait pas techniquement, on sait pas bien faire. Nous. Ouais, c'est une contrainte supplémentaire, quoi. Ouais, 4 heures sans se voir, je pense que c'est lourd, quoi. Mais du coup, t'as pas lâché le micro pour autant, parce que t'as lancé ton autre podcast il y a pas si longtemps que ça, Playback. Alors c'est ça. Alors du coup, ça c'est encore une fois, j'y suis pour rien. Non mais vraiment l'initiative ça vient de Mathias donc qui nous assiste aussi à la radio des jeux depuis un peu moins de 2016, il est pas arrivé au tout début, peut-être 2017 je pense, qui fait des super chroniques là où il met en parallèle en fait le monde du jeu et le monde du livre dans lequel il travaille. C'est lui qui m'a vraiment poussé, c'est vrai. Il est venu me chercher, c'est chouette. Après on en a discuté, on a été un peu long à démarrer. Mais voilà, on a fait ce petit format Playback là, donc avec une idée. Donc c'est un concept vraiment, j'y suis pour rien. C'est vraiment Mathias qui a eu le concept de dire on prend une année.
plutôt dans les 20 dernières années, en gros, parce que c'est là qu'on connaît le mieux, et puis on essaye de dire qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, les grandes news, et puis peut-être se focaliser sur les prix, donc qui est le sujet d'aujourd'hui, qui ont été, quels jeux ont gagné des prix cette année-là, et puis de rajouter quelques petites anecdotes personnelles, et puis d'essayer d'avoir un format d'1 heure. Par contre, là, on essaye d'avoir un format court. Donc pour l'instant, on n'en a fait qu'une, on peut pas encore appeler ça une série, mais voilà, dans quelques jours, on doit enregistrer le second, donc normalement, voilà, on est motivé, et puis c'est chouette. Alors pour le coup, là, ça fait vraiment pendant le confinement, ça donne, enfin moi personnellement, ça me donne un vrai bol d'air, quoi. On a hâte d'écouter le deuxième en tout cas. Clairement. Est-ce que tu peux nous parler du jeu de l'année qui a été créé en fait pour Cannes? Ouais, alors jeu de l'année, c'est un prix. Alors pareil, là aussi à l'origine, je me souviens plus qui est à l'origine de ça. Et, je pense que c'est Mathieu Despnous, je dirais, de mémoire, mais peut-être que en tout cas, peut-être pas lui seul. Et ça date de l'époque où on n'était pas encore tous sur Trick Track, on était sur Ankou, donc qui était un peu la communauté avant Trick Track. Il y a eu une discussion qui est partie de dire voilà, il faut qu'on ait un jeu de l'année. C'est important parce que l'As d'Or existait déjà, mais c'était un prix qui était décerné sur inscription avec plein de catégories. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure, et puis qui décernait un super As d'Or, mais c'était pas très clair. Et là, l'idée c'était de dire on prend tous les jeux qui sont sortis dans l'année, on fait une sélection, on a un jury, et puis il décerne le jeu de l'année. En plus, le nom a été déposé parce que finalement il n'était pas pris, ce qui était le meilleur nom qu'on puisse avoir. Un jeu de l'année, il y a pas plus parlant. Et donc on s'était un peu motivé, voilà, pour monter ce truc. Alors c'était une communauté internet, on s'était tous connus par forum. On a fait quelques réunions sur Paris. Moi j'étais monté à cette époque, là je pense 2003 à peu près, sur Paris, faire des. Paris, c'était sur un point associatif. Enfin, il y avait un cadre légal là. Exactement, ouais. Je pense qu'on avait créé. Alors pareil, je pense que c'était plutôt Mathieu qui était là-dessus, qui avait dû s'en occuper. Mais oui, on avait un cadre légal et on avait fait des réunions pour dire voilà comment on voulait fonctionner. Et donc voilà, on a créé ce jeu de l'année avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie. Il y avait des gens très motivés là-dedans. Donc je les ai cités, je crois dans le premier numéro de Playback. D'ailleurs, allez l'écouter. C'est l'occasion de faire la pub. Mais là, voilà, dans les. Alors je me souviens pas de tout le monde, donc je m'en excuse pas. Enfin, je vous prie de m'excuser par avance parce qu'il y a des gens que j'ai oubliés. Mais voilà, là-dedans, il y avait Mathieu Despnous qui venait de lancer peut-être Cocktail Games, mais qui faisait pas encore. Il devait faire les premiers jeux Cocktail Games, vraiment le tout début, parce qu'il venait plutôt de l'animation lui avant. Il y avait Cyril Demegde qui avait pas créé Istari, qui était pas chez les Space Cowboys à l'époque, bien sûr. Il y avait Adrien Martineau qui était absolument pas des of Wonder, c'était un joueur lambda. Il y avait Alain Rivollet, donc défunt Alain Rivollet, qui est l'auteur de Concept, qui est décédé l'année dernière. Il y avait Dominique Baudin, qui est l'auteur de Vitrail, On the Dot en particulier, qui a dû travailler aussi sur. Je suis en train de bouffer le nom. Witness. Ouais, voilà, c'est ça, le jeu avec Black et Mortimer, là, c'est chez Istari. Voilà, et d'autres que j'ai oublié, mais voilà, on avait fait, donc on avait fait des petits dossiers de presse. C'est toujours l'obsession un peu de Mathieu. Je pense que c'est pour ça que je pense que c'est Mathieu Despnous qui était derrière tout ça, de dire il faut donner de la visibilité au milieu. Par tous les moyens. Donc faire un dossier de presse, contacter des gens le plus possible et essayer d'avoir un prix qui vaut quelque chose. Non, mais du coup, la fusion avec l'As d'Or en 2005, comment ça se passe? Qui est à l'origine du rapprochement entre les deux en fait? Parce que du coup, j'imagine que le festival de Cannes, que Cannes avait quand même leur ça devait un peu leur marcher un peu sur les pattes, mais pas vraiment, et ça avait un côté un peu doublon, quoi. Carrément. Alors moi, je connaissais pas les gens du Festival de Cannes à l'époque, mais si tu veux, on avait eu dans les hostilités, et je pense que c'était par la voix du Dr Mops et de Monsieur Fall de Trick Track, qui eux déjà étaient en train de bosser un peu sur un concept similaire en fait avec le Festival de Cannes. Ils l'ont pas très bien vu d'un très bon œil, je pense, mais bon. C'était pas la même chose, c'est-à-dire que Cannes, c'est quand même c'est un gros festival avec 100 000 personnes qui est financé par la ville, donc avec des moyens, avec un palais des festivals. Nous, on était une dizaine
une dizaine de gars et de filles qui on était juste des joueurs qui avions décrété qu'on décernait le jeu de l'année. Donc si tu veux, moi j'ai pas trop participé à cette négociation, mais je pense que c'est le Festival de Cannes qui nous a approchés pour dire si vous voulez on fusionne, on reprend voilà la dénomination As d'or jeu de l'année et puis on reprend quelqu'un de chez vous dans le jury et puis on fait comme ça et puis on a dit oui très bien parce que effectivement entre-temps Cannes avait fait un peu sa révolution de virer toutes ces catégories, de plus avoir le super As d'or et d'avoir un fonctionnement assez similaire, donc c'était très bien. Et puis il faut dire que nous organiser le truc comme ça avec 2 bouts de ficelle, c'était quand même compliqué. En plus, et puis le jeu de l'année a duré que 2 années. La première année, on avait fait gagner La Guerre des Moutons de Philippe Despalières, qui pour le coup était un bon jeu très très accessible. C'était très bien. Et la deuxième année, on avait fait gagner un jeu de Roberto Fraga. Je suis en train de manger son nom là tout de suite. Qui a été réédité en tant que Pingo Pingo, Squad 7. Et Squad 7, c'était à la fois c'est un très bon jeu et à la fois c'est pas un très bon jeu pour avoir le prix. Parce que c'est un jeu qui est difficile à mettre en place. Il avait un thème un peu guerrier qui n'était pas forcément super bien adapté. Enfin voilà. Donc voilà, la fusion avec l'As d'or, très bien. Ça s'est fait comme ça et je pense sans regret. Ça s'est bien négocié. Et du coup, ça a changé tout leur niveau de, enfin, je vais pas dire d'investissement, mais de prétention pour le prix. Parce que là, à Cannes, à l'époque, tu disais que c'était un truc sous dossier qui était demandé par les éditeurs directement pour pouvoir participer à ça. Ouais. Et est-ce que du coup, lorsqu'il y a cette fusion, il y a cette envie de la part de Cannes de dire ok, en fait, votre façon de faire est un peu mieux, effectivement, il y a peut-être autre chose à fusionner et à modifier? Il y a vraiment eu la transformation, au même moment. Alors je pense que c'était concomitant. Je suis pas sûr que ça soit le jeu de l'année qui ait lui-même déclenché cette mutation. Je pense qu'elle était en même temps. Là, j'avoue que je serais pas assez précis pour répondre. Mais voilà, ça a aidé en tout cas à se dire, de toute façon, faut qu'on ait un fonctionnement, voilà, en gros, le modèle, et on en reparlera tout à l'heure, c'est le Spiel des Jahres, qui est le prix allemand. Voilà, faut qu'on ait et surtout cette obsession de dire pour les journalistes, parce que c'est ça le truc. On veut faire connaître le jeu et c'est le principe des prix. C'est le thème d'aujourd'hui. Si on veut faire connaître des jeux, faut pas faire et parler à un mec qui vient d'énergie, de France Inter, de peu importe, de radio, de TF1, de M6. Le mec, il va pas parler de 12 catégories de jeux. Lui, il veut éventuellement une liste avec quelques finalistes, pourquoi pas, mais surtout, il veut le nom d'un gagnant. Oui, ouais, il faut que ce soit direct. Et voilà, et ça... Mais du coup, il y a un truc qui m'intéresse, parce que avant que ça devienne l'As d'or, qui est cette fusion entre les deux, tu disais que Cannes, c'était sous dépôt de dossier. En fait, les éditeurs devaient inscrire leur jeu. Mais du coup, il y avait un ticket d'entrée. Ouais, je crois qu'il devait y avoir un petit ticket d'entrée. J'avoue que... Ouais, il y avait un ticket d'entrée. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, il y a une vraie modification de la part même de Cannes aujourd'hui. Enfin, on en parlera peut-être plus dans le fonctionnement de l'As d'or, mais je sais qu'aujourd'hui, l'As d'or de Cannes, en fait, ne se rémunère nulle part sur la part des éditeurs. Pour les jeux, pour le symbole. On en passera après. Finissons ta présentation et après ce sera le prochain sujet. Donc en 2017, gros changement. T'arrives dans le jury de Cannes, de l'As d'or de Cannes. Qu'est-ce qui a amené ça aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui pour toi et qu'est-ce qui a amené ta place là-dedans? Alors, ce qui a amené, j'avoue que ça a toujours été une surprise pour moi. Je sais pas trop comment c'est arrivé jusqu'à chez moi. Je sais qu'on avait à la radio des jeux, on avait interviewé Nadine Seul l'année d'avant, ou peut-être 6 mois avant, je sais pas, entre 6 mois et 1 an avant, on avait invité Martin Wittberg et Nadine Seul pour parler du festival. L'émission s'était super bien passée. On avait passé la soirée chez Ludovic Maublanc, on avait fait un barbecue et tout. On avait vraiment passé une super soirée, et l'année d'avant, en fait, Monsieur Fall avait annoncé qu'il arrêtait de faire partie du jury et je pense qu'il cherchait un remplaçant. Alors, je me compare pas du tout à Monsieur Fall, qui lui a baigné dans le milieu pendant 15 ans, beaucoup plus que moi, et qui a eu l'occasion de discuter avec l'intégralité du milieu. Mais voilà, il se trouve que moi, je pense que naturellement, ça aurait été quelqu'un de Ludovox qui aurait dû prendre sa place.
Je pense qu'il y avait un peu des histoires, peut-être de... Je sais pas ce qu'il y avait derrière à l'époque, mais bon, bref. N'empêche que moi, un midi, j'ai un coup de fil. Allô, c'est Nadine Seul. Voilà, est-ce que tu veux faire partie du jury ? Et honnêtement, ça m'a vraiment fait quelque chose. Hein. J'avoue que j'étais vraiment choqué. C'était bizarre, à la fois très agréable qu'on me propose. J'ai quand même réfléchi un petit peu et effectivement ça me faisait énormément plaisir de faire partie de ce jury. Donc à l'époque en tout cas c'était Nadine pour arriver au jury, c'était Nadine qui décidait hein, et ça n'a pas changé d'ailleurs hein, aujourd'hui, enfin c'est plus Nadine mais c'est le festival qui décide qui seront les jurys. Donc je suis arrivé là-dedans un peu par hasard, j'avoue que ça m'a fait énormément plaisir. Et puis voilà, on s'insère dans ce milieu. Alors la première année, la plupart des gens étaient déjà là depuis quelques années. Il y avait des petits nouveaux comme moi, et puis on découvre un peu le fonctionnement et c'est chouette quoi. C'est vraiment chouette. Donc là j'en ai fait 2 pour l'instant, et puis le 3e en cours cette année quoi. Ok, avançons un peu. Est-ce que tu peux nous parler de ton bilan annuel de jeu ? Ah oui. Alors ouais, c'est peut-être la dernière casquette, mais en fait je voulais juste parler de ça parce que pour la radio des jeux j'ai fait 2 choses. Enfin une chose pour la radio des jeux et puis donc ce bilan annuel. Je pense que comme Mathieu qui disait ce milieu a besoin de visibilité. Moi je travaille pas dans ce milieu. Mais c'est quelque chose auquel je suis attaché. Il y a plein de gens que je connais et puis voilà, c'est qui m'ont donné beaucoup de plaisir, soit à travers les jeux, soit à travers les relations que je peux avoir. Première chose que j'ai essayé de mettre en place, ça a été de faire à travers la radio des jeux, de récupérer des ventes de boutiques. Et de publier tous les mois quelles étaient les meilleures ventes en boutique. Donc ça, c'est un truc qui me permettait de dire, voilà, on va avoir des données chiffrées. Qu'est-ce qui se vend bien en boutique en France ? C'est une info qu'on n'avait pas du tout avant. Hein. Je pense, moi je l'avais pas en tout cas. Et donc je pense que c'est ça, je me suis dit, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Alors là, j'ai un peu arrêté pour dire, voilà, qu'est-ce qui se vend vraiment en France ? Avec l'idée, je me souviens d'une interview de Marc Tosca qui parlait du top 50 dans les années 80 quand ils avaient lancé le top 50, et il disait que le top 50 ça avait été une révolution parce que avant le top 50, en fait, ce qui passait dans les émissions de variété, en gros, c'était Mireille Mathieu. Et les gens pensaient que c'était Mireille Mathieu qui se vendait. Et en fait, quand ils ont fait le top 50, ils se sont rendu compte que c'était pas du tout ça que les gens écoutaient. C'était Michael Jackson, c'était Prince, c'était Madonna, quoi. Et donc, il y avait un peu cette idée aussi de dire, voilà, voyons ce qui se vend. Parce qu'on le sait pas, en fait. Hein. On sait un peu ce qui se vend dans les supermarchés, mais on sait pas du tout ce qui se vend dans les boutiques. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc ça, c'est l'idée d'avoir des chiffres sur lesquels se baser pour pas avoir des discussions complètement stériles. La mauvaise surprise, ça a été un peu que c'était Blanc Manger Coco qui se vendait le plus. Bon, ça, tout le monde a été un peu surpris, mais oui, mais ça a permis de le mettre en lumière. Hein. Ça a permis de le mettre en lumière. Et puis, la deuxième chose où je me suis dit, ça, j'ai réfléchi pendant très longtemps, je voulais le faire, c'était de dire, pareil, quel outil on pourrait donner au milieu. Et là, typiquement dans la bande dessinée, il y a un rapport. Alors, je pense que ça existe dans le livre et dans plein d'autres domaines. Il y a un rapport annuel qui sort sur l'état du milieu, qu'est-ce qui est sorti, combien de rééditions, combien de nouveaux auteurs, ainsi de suite. Et donc l'idée c'était de faire ça un peu pareil pour le jeu de société. Aussi en réaction à plein de gens qui arrêtaient pas de dire ouais, en France il sort 5000 jeux par an et ainsi de suite. Et non, il sort pas 5000 jeux par an en France en boutique. Il sort, alors j'ai même plus le chiffre en tête, mais de l'ordre de 650 jeux à peu près, c'est à peu près ça le bon chiffre. Donc voilà, c'était l'idée de dire ayons un point d'appui, sérieusement. Alors c'est un boulot un peu au long cours parce que toutes les semaines je m'astreins à essayer de regarder qu'est-ce qui sort chaque semaine et ainsi de suite pour avoir tout le contenu de l'année, et puis après sortir quelques statistiques. Et je pense que c'est utile parce que mine de rien, je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'appuient sur ce dossier, qui les citent à gauche à droite. Typiquement, les officiels aiment bien à gauche reprendre des chiffres qui sont là-dedans parce que ça donne une base en fait pour les journalistes, hein, tout bêtement. Clairement, c'est une infographie de ce genre, c'est toujours intéressant. Et c'est représentatif, et fait 2, c'est super intéressant, clairement. Donc je pense que je le referai cette année. On verra le temps que j'aurai, mais j'ai envie de le refaire, quoi. J'ai envie de le refaire. Ok. Est-ce que toi, tu l'as dit clairement, tu bosses pas dans le milieu, mais est-ce que tu aurais une envie d'un jour de franchir le pas, d'une façon ou d'une autre, hein, d'être rémunéré pour ton apport au milieu, que ce soit en termes d'infos, en termes de radio, en termes d'autres choses ? J'y pense de plus en plus, honnêtement. Après, j'ai pas les clés. J'ai pas les clés du truc. En fait, ce qui me plaît, tu vois, c'est un peu ce qu'on fait maintenant, c'est de faire de la radio, éventuellement faire quelques articles, un peu faire des news.
Après, si tu veux, moi je connais le milieu dans son ensemble, mais j'ai pas de compétences ni d'auteur, ni d'éditeur, ni de distributeur, ni de quoi que ce soit. Et puis après, il y a une autre composante, c'est que je me vois, c'est peut-être compliqué pour moi maintenant de changer complètement de ville. J'ai des enfants, voilà. Oui, bien sûr. Mais après travailler en tant que journaliste spécialisé, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne à distance, par exemple. Bah, après, alors, des journalistes spécialisés dans le jeu en France qui en vivent, en gros, il doit pas en avoir beaucoup. Bah, il y en a 3 chez Trick Track, je pense. Voilà. Ouais, voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Et 3 chez Ludovox, quand même. Je suis pas sûr que chez Ludovox, ils en vivent. Hein. C'est vrai, c'est pas leur job à plein temps. Bah, ils sont rémunérés en partie, mais c'est pas leur boulot principal, quoi. En full-time job, sur un salaire qui doit être au moins équivalent à ton niveau de vie actuel, que je ne veux pas présumer, ça doit être délicat, quoi qu'il arrive. Non, mais bah, de toute façon, oui, moi je suis, voilà, comme je dis, ça fait un petit moment que je travaille maintenant, c'est sûr, dans les mêmes niveaux de salaire, ça c'est sûr, mais même dans l'ensemble. Honnêtement, je suis pas complètement certain de ce que je peux apporter là-dessus. Mais c'est une envie, parce que bah, moi je fais ma crise de la quarantaine un peu tard, là, je la fais un peu maintenant plutôt. Et c'est vrai que j'ai des envies de changement, je vois bien, c'est un boulot que j'aime bien. Moi je bosse dans l'informatique, c'est un boulot que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore, hein, relativement. Mais ça fait 25 ans que je fais ça, et j'en ai probablement pour encore entre 15 et 20 ans. Si pas plus, hein, on ne sait pas trop ce que va devenir la retraite. Donc 15 ou 20 ans, 15 ans, tu peux encore faire, voilà, ça peut être des moments où rapidement, tu peux refaire une carrière sur autre chose, mais bon, c'est comme beaucoup de gens, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, à un moment, entre 40 et 50 ans, voilà, je vais changer de vie. Le pas est pas facile à faire. Moi, c'est vrai que je suis plus dans d'un naturel plutôt à pas trop, tu vois, à rester dans ce que je sais faire et à pas trop prendre de risques. Mais voilà, c'est une réflexion qui existe chez moi, et je sais pas si un jour peut-être une opportunité fabuleuse se présenter, peut-être je ferai le pas. Si vous écoutez cette émission et que vous voulez faire des propositions fabuleuses à Rexou, n'hésitez pas à nous contacter. Il est ouvert à toute proposition. On va arrêter là pour la première partie de l'interview avec Rexou. On est déjà à près de 40 minutes. La seconde partie est encore plus longue. Elle va arriver très très vite, vous inquiétez pas. Donc restez connectés et voilà, prenez soin de vous, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Fin de transmission.